Qu'est-ce que l'État? C'est l'un des thèmes dans le programme de philosophie que les élèves trouvent particulièrement compliqué. Aujourd'hui nous allons donc nous intéresser à l'État, notamment à sa genèse, ainsi que sa définition. Comment en est-on arrivé à l'État? Selon certains penseurs, tout commence par l'état de nature. Quand on parle de l'état de nature, on pense notamment à l'homme primitif, dénué d'éducation et de civilisation. Se trouvant ainsi dans un espace où il n'y a aucune cohésion, où chaque homme est centré sur lui-même. Dans cet état de nature, il y a une loi fondamentale que tout homme est confronté pour sa survie, c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, on reconnaît cette théorie de l'état de nature à deux auteurs dont vous avez sûrement entendu parler, il s'agit de Rousseau et Hobbes. Ces deux philosophes sont partis de l'hypothèse selon laquelle il existait un état de nature avant l'apparition de l'État. D'abord commençons par la théorie de Rousseau. Rousseau soutient que l'état de nature est cet état de paix, où les hommes jouissent d'une grande liberté voire d'une liberté totale. La nature leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Mais là le problème qui se pose c'est qu'à force d'exploiter la nature pour satisfaire leurs besoins, cela entraînera la rareté de certaines ressources. Donc à force de surexploiter la nature, bien sûr sans oublier les menaces internes à savoir les animaux sauvages ou encore les catastrophes naturelles, les hommes ont fini par se rendre compte que dispersés, leur existence est menacée. Par conséquent ils décident alors de se regrouper pour vivre ensemble dans la société. Et pour pouvoir vivre en société, l'intégration de lois paraît donc nécessaire pour garantir la liberté de chacun. Cela se concrétise donc par ce que Rousseau appelle le contrat social qui dispose chaque homme à vivre en groupe et à respecter les lois instituées. C'est ainsi qu'est né l'État, qui est pour Rousseau l'incarnation de la volonté générale. Faut savoir aussi que Rousseau s'inscrit dans cette posture selon laquelle la liberté passe par le respect des lois établies. Car puisque c'est les hommes qui ont élaboré eux-mêmes les lois, dans ce cas obéir à ces lois reviendrait donc à obéir à eux-mêmes. D'où sa citation l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. À présent voyons voir la théorie de Hobbes. Tout comme Rousseau, la démonstration du philosophe anglais s'appuie sur une description de l'état de nature. Toutefois rappelez-vous de ce que j'ai dit tantôt, l'état de nature n'est qu'une hypothèse. Cette théorie cherche à comprendre les ressorts profonds de la nature humaine. Selon Hobbes, la vie dans l'état de nature mène inexorablement à la guerre de chacun contre chacun. Il part d'un constat selon lequel les hommes sont égaux dans la nature. C'est-à-dire qu'ils sont tous mus par les mêmes désirs, et convoitent tout ce qui va en faveur de leur intérêt. Ils ont un droit sur toute chose. Donc selon Hobbes, l'égalité naturelle conduit inéluctablement à un conflit entre les hommes. Cependant au vu de leurs différences par rapport aux aptitudes physiques et intellectuelles, ils n'ont pas les mêmes chances de survivre dans la nature. Ainsi d'une manière générale, dans l'état de nature, chacun est l'ennemi de chacun. Tout homme est une proie potentielle. D'où cette célèbre maxime, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes relève que l'individu est animé par trois attitudes fondamentales qui le poussent à la violence. Il s'agit de la rivalité, la méfiance et la fierté. Ces trois passions sont donc ce qui le pousse sans cesse à prendre l'offensive, afin d'accroître ses avantages, sa sécurité ainsi que sa réputation. De ce fait, dans ce monde sans loi, où il n'y a aucune place pour la justice, la violence et la ruse sont des solutions propices à la survie. Imaginez-vous un peu à leur place, dans cette vie où le danger est permanent, où vous êtes constamment dans la crainte. En fin de compte, les hommes ayant donc ce désir d'être en sécurité et vivre en paix, n'ont d'autre choix que de sortir de cet état de nature et se donner un pouvoir commun suffisamment fort pour les prémunir des problèmes internes. C'est ce que Hobbes appelle le contrat. D'ailleurs, il est le premier philosophe à considérer le contrat comme l'instrument de fondation de la société politique, il est donc l'origine du pouvoir. Toujours selon lui, c'est grâce à ce pouvoir appelé souverain ou encore pouvoir du Léviathan qu'on passe de l'état de nature où les hommes sont dispersés, à l'état actuel unissant les hommes en un corps politique appelé donc l'État au sens moderne. Ainsi le contrat désigne le moment où les hommes se dessaisissent librement de tout leur pouvoir et de toute leur force pour le confier au souverain. Le point commun aux théories de Rousseau et Hobbes tient à la vision pessimiste quant à la nature humaine. Pour synthétiser cela, à travers une relecture du mythe de Prométhée, Protagoras soutient que les dieux ont oublié de doter les hommes de certains talents naturels accordés aux animaux, notamment la capacité de vivre sans conflit.
Les hommes ont donc été tenus d'inventer l'art politique afin de vivre ensemble. L'invention de la cité est alors le résultat de l'intervention des hommes qui se sont donné des lois et des conventions pour se gouverner librement. Ainsi la vidéo touche à sa fin, il y aura une deuxième partie voire une troisième que je présenterai dans les prochaines vidéos. On traitera ensemble un sujet sur l'État pour faire le tour sur son rôle ainsi que les critiques sur ce dernier. En attendant, je vous souhaite bon courage et on se donne rendez-vous à bientôt sur Philosophia.